Nous, on utilise le terme catastrophe climatique plutôt que crise climatique, parce que là où est-ce qu'on en est rendu, on ne reviendra pas en arrière. Pas comme ça. Alors, c'est vraiment une catastrophe, une coupure là, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Cette catastrophe climatique-là, qui est en train de s'installer, qui est en cours, là, elle va apporter énormément de besoins au niveau sanitaire, au niveau de soins et de services à la population. Qu'est-ce qu'on aurait besoin comme système de santé pour être capable de faire face à cette catastrophe climatique-là? Bien, d'abord, il y a quelque chose au niveau de la notion même de santé et de maladie qu'il faudrait revoir. Et donc, ça nécessite un réinvestissement majeur. Je sais que toi, par le passé, tu as déjà mis ça de l'avant quand tu étais député, entre autres. Tu disais qu'il faut rétablir le réseau des CLSC et facilement décentraliser dans toutes les régions. Tout ça. Les bâtisses sont là, des trucs sont là. Il faut revenir à ça. Tu trouves pas que ça, là, ça va devenir encore plus important par rapport à la catastrophe climatique? En fait, il y a 50 ans, cet exercice a été déjà pensé, réfléchi, à avoir des accès. Parfois, un seul CLSC avait 5-6 points de services différents lorsque le territoire et la population le commandaient, même ici à Repentigny. Malheureusement, la gestion, et je dois dire, puis je pense qu'il y a une autocritique à faire de la part du milieu syndical et associatif, la vision du milieu syndical n'a pas été assez, je dirais, stratégique quant à la défense de ce réseau-là. Moi, je ne reproche pas, je ne dis pas que les CLSC ont été ruinés à cause de ça, mais ça en fait partie. Donc, si on doit un jour les revigorer, il va falloir repenser aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que si le réseau nous appartient, le syndicat ne peut pas se comporter avec l'employeur de la même manière qu'on se comporte dans un rapport adversarial avec, mettons, McDo. Il est possible encore de réchapper ça, mais il faut du courage politique, le fait de mettre fin au GMF et de les intégrer en bloc dans les CLSC sous contrôle public ou coopératif.
avec cette décentralisation-là, il faut que le personnel participe aussi à la gestion des soins et services et que ça soit pas, qu'il ne soit pas comme juste dirigé, point, sans un mot à dire. Mais les revendications des infirmières et de bien d'autres corps de métier, c'est justement de cesser de ne plus être consulté sur la façon de faire des choses. Même dans des hôpitaux, c'est des ingrédients qui existaient en partie que les contre-réformistes, des Couillard, Bolduc et Barrette de ce monde ont complètement effacé. En fait, la première contre-réforme a visé ça, d'exclure les employés et des conseils d'administration. C'est sûr que dans des mégastructures, on perd complètement ça, alors qu'on se rend compte, par exemple, juste sur les TSO, les temps supplémentaires obligatoires qui font tant de problèmes, qu'une des solutions, c'est justement ça, c'est que ce soit des listes autogérées, élaborées, avec la pleine participation des infirmières, secteur par secteur, étage par étage. Le rôle du réseau communautaire par rapport à ça aussi. Parce que le réseau communautaire, actuellement, il sert comme de point de décharge du public, qu'à un moment donné, le public n'a pas les capacités de donner des services. On dompe ça sur le réseau communautaire. Pourtant, le réseau communautaire, il peut apporter une aide beaucoup supérieure à ce qu'il faisait. C'est d'abord s'il est bien financé, s'il est bien organisé. Mais même encore une fois, je le redis, dans la catastrophe climatique, il me semble qu'on a besoin que le réseau communautaire soit bien organisé, bien en lien avec un réseau public fort. Moi, c'était mon propos tout au cours de la campagne. L'année dernière, à plusieurs reprises, dans les interventions publiques que je faisais appel au gouvernement pour dire le réseau communautaire, 4000 organismes autonomes répartis sur le territoire québécois pour la prise en charge d'une pandémie comme ça. C'est des gens qui connaissent leur milieu, qui connaissent leur individu, qui connaissent leur monde, et le monde ont confiance en eux, que ce soit pour les mesures de prévention initialement quand on n'avait pas le vaccin, ou que ce soit pour le vaccin, pour les mettre en confiance, pour expliquer, pour tenir compte des hésitations des gens et travailler avec eux. C'est le meilleur outil que le gouvernement aurait eu à sa disposition. Mais encore faut-il que d'abord le gouvernement y croit, mais aussi que le réseau communautaire ne soit pas juste un exécutant. Ça a été fait en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous savez, mais la Nouvelle-Zélande, en 1 an et demi, ont eu moins de 100 décès pour 5 millions d'habitants. Au Québec, on est rendu à 11 000 pour 8 millions d'habitants. Faites la différence. Mais bon, il y a plusieurs éléments qui expliquent cette approche très, très réussie. C'est sûr qu'ils sont une île, ça explique une partie. Mais cette différence-là, ce n'est pas juste ça. Jacinda Ardern a impliqué le réseau communautaire à tous les échelons. Moi, j'aurais facilement imaginé, si j'avais été impliqué dans les décisions prises par le gouvernement, j'aurais dit il faut que la Fédération du réseau communautaire autonome soit à la table de décision. Lorsqu'on prend des décisions, c'est quoi l'orientation? Est-ce qu'on va là où on va là? Puis la manière dont on doit implanter les mesures, ils doivent donner leur opinion parce qu'ils connaissent mieux le terrain que nous. Nous, à GEMOB, on se dit que il faut trouver une façon de
de mettre un point final là, au développement du privé. On le voit actuellement par la pandémie. On pense qu'ils ne demandent pas mieux que de continuer leur développement actuel. On a vu des cliniques qui se bâtissent, des cliniques de chirurgie qui se bâtissent. On va aider le réseau. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils aident le réseau? Sérieux, ils vont prendre ce qui est le plus payant, ce qui est le moins de trouble, puis on va laisser au public tout ce qui est le plus cher, puis tout ce qui est du trouble. Il va toujours en avoir trop. Ça va toujours coûter trop cher pour le privé. Enfin, on va laisser ça au public. Mais au bout de la ligne, on perd là-dedans. Puis on perd de l'expertise, on perd du personnel. Il y a des gens qui peuvent penser que si ça continue comme ça, c'est parce que vraiment c'est plus efficient, ça coûte moins cher. Je pense que l'illustration que c'est tout à fait faux, c'est l'histoire justement des agences privées de placement d'infirmières. Le gouvernement actuel, la CAQ, est très conscient que c'est un élément perturbateur qui lui coûte trop cher et qui n'ajoute rien au système, en fait, qui embarrasse le système, qui accentue, aggrave ses problèmes. Mais comme il y a un a priori idéologique que c'est des entrepreneurs privés, puis ça fait partie de l'ADN idéologique de la DQ, ils ne sont pas capables de dire « Hey, les agences, là, c'est fini ». Il n'y a pas de revenez-y, il n'y a pas de tataouinage, on n'attendra pas encore un autre 6 mois pour se ruiner. On réquisitionne tous les infirmières qui sont actuellement placées dans les agences privées, on les reprend dans le système, on leur offre de bons postes. Voilà, c'est basta. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est un choix idéologique, ils ne sont pas capables de passer par-dessus.